Pour notre grand débat du vendredi avec cette question d'actualité. Est-ce que la croissance française risque d'être plombée? Nos 2%, on les a payés pendant 10 ans, est-ce qu'ils vont nous échapper avec ce pétrole? Pétrole qui est désormais au-delà des 80 $ le baril. C'était hier en séance, même si on est redescendu à 79, mais ça y est, cette barre-là a été touchée. On en parle avec qui? Avec Philippe Manière. Bonjour Philippe. Bonjour. Président du cabinet Footprint Consultant, et Eric Ayer. Bonjour. Bonjour David. Directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Si on revient un petit peu en arrière, pas les années 50 ni 80, mais on est début 2016. Le pétrole, vous vous en rappelez, début 2016? Le pétrole, il vaut 30 $. On est à 30 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 80. Sur un an, c'est 50% de hausse. Est-ce qu'on s'excite en se disant « Oh là là, c'est le bout du monde ». On sait que c'est une mauvaise nouvelle, ce n'est pas un scoop, on sait bien que… Et on va expliquer pourquoi, quels sont les mécanismes qui font qu'un pétrole cher se transmet aux entreprises via les consommations intermédiaires, la facture pétrolière pour vous et moi quand on fait son plein. On va voir si on peut le quantifier, mais déjà, c'est une mauvaise nouvelle assurément, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça ne remet pas en question, on ne sera pas en croissance zéro, mais on voit s'éloigner les 2%. C'est ça la réalité ? Non, enfin, on peut donner tous les chiffres, hein, globalement. Non, enfin, d'abord, vous avez parlé qu'en dollars. Donc, effectivement, alors il y a un an… Mais c'est pire en euros, l'euro s'est déprécié. Ah ben non, pas sur un an. Ah, pas sur un an, ça c'est vrai. Donc du coup, vous voyez, alors… Ah, sur un an, il faudra voir. Ben oui, moi je vous le dis. Non, il s'est apprécié, mais de combien? Non, mais je peux vous donner les chiffres. Non, mais il y a un an, en mai dernier, en dollars, on était aux alentours de 50 $ le baril, il y a un an. Et là, maintenant, on est… pas en moyenne du mois de mai. En moyenne du mois de mai, on est à 75, mais on est, disons même 80. Donc, on passe de 50 à 80. Plus de 50% de hausse. OK. Alors, quand on fait des variantes, enfin, le poids, c'est parce que le niveau compte, on regarde le nombre en dollars. Donc, c'est une augmentation de 30 $ le baril. Oui. Voilà. Si vous le regardez en euros, c'est une augmentation de 16 €. Bon, en un an. Donc, vous voyez, déjà, ça fait un choc qui est beaucoup moins fort. Maintenant, si vous voulez que je le quantifie avant de vous dire quels sont les mécanismes, en gros, quand vous avez une hausse de 20 € le baril, ça ampute la croissance française la première année de 0,1 et à 4 ans de 0,4. Enfin, oui, ça monte. Donc, oui, ça répond un peu à votre question. À 4 ans sur 4 ans ou non, dans 4 ans? Non, dans 4 ans, dans 0,1 et 0,4 en cumulé. Donc, oui, on n'est pas non plus… Donc, ce débat ne sert à rien. Alors, merci, vous pouvez rentrer chez vous. 0,4, si ça dure, 0,4, c'est bien significatif. On parle de 0,4 en 2022. Oui, en 2022, mais on aura déjà… Oui, mais ça se voit. Mais d'ici là, dans quel état on sera? Ok, non mais, et puis il y aura d'autres chocs. Non mais alors ça, encore une fois, puisque ce sont des variantes, il faut rappeler que l'économie n'est pas une science exacte, qu'on essaye de faire ces chocs-là, etc. Et puis, à mon avis, mais il y a plein de choses à dire, mais peut-être qu'on peut dire ça, c'est que ça dépend aussi ça va faire de l'inflation. Ça, c'est à peu près, ça va faire à peu près un demi-point d'inflation. Et donc, quelle va être la réaction des banques centrales? La variante que je viens de vous donner, cet effet, c'est hors effet de surréaction de la Banque centrale. Mais imaginons que les banques centrales augmentent très fortement les taux d'intérêt, ça peut avoir des conséquences bien plus négatives. C'est pas ce qu'a dit le président de la Fed en disant, il a parlé d'asymétrie sur les taux d'intérêt. On a compris qu'en fait, l'objectif de la Fed, c'est 2% d'inflation. On y est. Il a fait comprendre que si on montait à 2, 3, 2, 4, c'était pas si grave que ça. Non, mais un dernier point avant de laisser la parole à Philippe. Mais oui, pourquoi… parce que Philippe est là. On l'a pas encore entendu. J'écoute sereinement et passionné. On a parlé de 2016 ou 2014, mais en 2008, le baril était monté à 140 $. Exactement. Et en juillet 2008, et en moyenne, il était à 130 en juillet 2008. Il y a eu un crack juste après. Il y a eu un crack juste après. Je dis pas que c'est lié. Non, mais la seule banque centrale qui a augmenté ses taux d'intérêt à ce moment-là, c'était tout de même… Ben oui, Jean-Claude Trichet. Donc, vous voyez, alors que toutes les autres banques centrales baissaient fortement les taux d'intérêt en disant on est face à la plus grande crise économique, etc. Le seul banquier central qui dit non, il y a de l'inflation parce qu'il y a un baril. Bon. Et on a augmenté les taux d'intérêt en les passant de 4 à 4,25. Donc attention, j'espère que maintenant ces erreurs-là ne seront pas reproduites, que le fait d'augmenter les taux d'intérêt, les banques centrales, ça n'a aucune incidence sur le prix du baril. Donc si l'inflation est liée à un choc pétrolier, il ne faut surtout pas le surréagir en termes de banque centrale. Je ne remets pas en cause son travail, évidemment, grand expert que vous êtes. Mais moi, le 0,1, je reprends Oxford Economics, des gens sérieux comme vous. Un baril à 85 $ jusqu'en 2020, PIB mondial réduit de 0,4
6 points, inflation, 1 point de plus sur l'inflation et 50 points de base sur les taux d'intérêt. Ça pourrait être pire que ce qu'il dit quand même. Non, attention, parce qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'on parle de la France ou on parle du monde. C'est vrai. En France, nous avons la chance, même si certains trouvent que c'est un inconvénient, d'avoir une électricité qui est très faiblement carbonée et donc qui dépend faiblement des énergies fossiles, lesquelles ont des prix qui, comme on sait, communiquent à peu près parfaitement. Donc, nous dépendons moins pour notre énergie du pétrole que beaucoup d'autres pays. Prenons un exemple, Israël, c'est 90% par exemple de dépendance aux hydrocarbures. La Californie, qui n'est pas un pays, mais qui serait un très grand pays si elle en était un, c'est 60-65%. C'est en train de baisser, mais c'est encore très élevé. Donc dans ces pays-là, l'impact est très élevé parce que toute l'économie dépend de l'énergie et que l'énergie est fortement carbonée. Ça n'est pas le cas en France. Donc nous avons un moindre impact que les autres. Ensuite, il y a l'impact pouvoir d'achat. Là encore, pour le meilleur ou pour le pire, je trouve que c'est plutôt pour le pire, mais peu importe, la composition du prix de l'essence en France est à 80, un peu plus maintenant même, puisqu'on a encore remonté avec les meilleures intentions écologiques du monde, de taxes. Donc quand vous êtes aux États-Unis où il y a très peu de taxes, si le baril de pétrole augmente de 10%, votre essence, elle augmente de 7, 8, 9, 10%. En France, si le baril augmente de 10%, l'essence, elle augmente de 1%. Donc c'est beaucoup moins sensible, évidemment. Enfin, de 2%. Même si c'est désagréable pour ceux qui ont... C'est très désagréable et ça finira par avoir un impact. Mais on voit bien que la France, pour les raisons que j'ai dites, a une sensibilité au prix du pétrole qui est plus faible. Alors quand on a dit ça, on n'a rien dit parce qu'on ne peut pas, pendant 3 ou 4 ans, avoir tous dit vive Dieu, alignement des astres, le dollar, l'euro-dollar, le pétrole et les taux d'intérêt, etc. Donc c'est génial. Et quand ça remonte dans l'autre sens, dire ça n'a pas d'importance. Donc oui, il y aura un impact. Ce qui est très important, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que l'impact à court terme n'est pas spectaculaire, en particulier en France. À moyen long terme, oui, ça a un impact. 0,4% de croissance. Dans 3 ou 4 ans, on ne sait pas où on en sera en croissance. Mais en gros, on sait qu'on normalement, sauf choc extérieur, on sera aux environs de 1,5%. Si vous enlevez 0,4 de 1,5... Il ne faut pas enlever 0,4 à un taux de croissance. C'est en niveau. Donc on aura déjà enlevé 0,1 la première année, etc. Donc il restera encore 0,1, etc. Oui, mais il restera quand même. Enfin, ça ampute très sérieusement le niveau de la croissance. Voilà. Donc c'est important. Alors en même temps, c'est important si ça dure. Le pétrole, parmi les choses dont je pense qu'il faut se garder complètement dans la vie, il y a formuler des prévisions sur le prix du pétrole. Et le taux de change aussi. Les taux de change, c'est presque moins casse-gueule. Le pétrole, c'est hallucinant parce que ça dépend évidemment de la consommation, c'est-à-dire de la demande adressée par des pays qui sont nombreux et qui parfois se compensent, parfois sont au contraire en résonance. Ça dépend de la production au sens économique du terme. Ça dépend énormément aussi de la géopolitique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pétrole augmente aujourd'hui, c'est principalement les craintes sur le fait que l'Iran pourrait ne plus pouvoir exporter son pétrole, ce qui est à peu près garanti, que le Venezuela, qui est dans un état dont on ne parle pas assez, qui est épouvantable. L'Iran, ça serait 400 000 barils de moins qui seraient exportés, faut dire et le Venezuela, ça serait 600 000 barils de moins. Mais ça fait en tout 1 million. Ce million de barils, c'est pas complètement neutre. Et surtout, comme on sait, il y a un endroit où il y a énormément de pétrole, plus que jamais, et qui pourrait partiellement compenser, c'est les États-Unis, sauf que les États-Unis ne sont pas organisés aujourd'hui, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan institutionnel, ni surtout sur le plan technique, pour exporter leurs hydrocarbures. Donc vous avez presque un risque qu'on ait trop de pétrole, c'est beaucoup dire, mais qu'il n'y ait pas de problème de disponibilité du pétrole dans un monde qui est relativement fermé sur ce sujet, enfin qui importe, mais qui ne veut pas exporter ou qui ne sait pas exporter, que sont les États-Unis, et que le reste du monde manque de pétrole et que donc le prix soit élevé. À terme d'ailleurs, je me demande si on ne va pas voir arriver, c'est compliqué parce que tout ça communique, c'est arbitré, etc. Mais vous savez que sur le gaz, on a eu pendant des années un décalage considérable sur le prix du gaz entre l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Parce que les Asiatiques avaient beaucoup besoin de pétrole et que les Européens en avaient de gaz, et les Européens en avaient plus. Donc il y avait 2 prix du gaz dans le monde. Il y avait un prix du gaz en Asie, puis un prix du gaz en Europe et aux États-Unis, pour faire simple. Et alors, on a vu des trucs très curieux se constituer. On a vu, par exemple, des terminaux qui étaient faits pour importer du gaz liquide aux États-Unis, qui, avec le temps, se sont transformés en terminaux pour exporter du gaz liquide, puisqu'il y a du gaz aux États-Unis. Mais c'est compliqué techniquement, comme vous l'imaginez. Puis on a vu, c'est ça qui est très intéressant dans le marché du pétrole, c'est qu'il est énorme, parfaitement arbitré, enfin très bien arbitré, parce qu'il y a un nombre d'acteurs considérable. Et vous avez des gens, par exemple, on a vu des cargaisons qui partaient d'Europe pour emmener du pétrole aux États-Unis, mettons, ou du Moyen-Orient, et qui tout à coup étaient reroutés sur l'Asie parce que vous aviez des différences de 1 ou 2 ou 3 dollars par équivalent baril. C'est considérable. Donc on est dans cette période d'ajustement. Pardon ? Vous voulez en venir où ? Je veux en venir au fait que c'est potentiellement inquiétant. Mais encore une fois, si ça se trouve dans 3 semaines, 3 semaines j'exagère, mais si ça se trouve dans 6 mois, on se dira, mon Dieu, c'est catastrophique, le pétrole est tombé à $50. Je n'en sais rien. Il est possible qu'on s'inquiète de ce qui soit à $150. Et généralement, ce n'est pas 3 mois, c'est plutôt 18 mois. Vous l'avez dit, on était à 30 et on est remonté à 80. Bon, mais
c'est très difficile de formuler des prévisions sur le prix du pétrole, donc a fortiori sur l'impact que ça aura sur l'économie. Simplement, le truc qu'il faut retenir à mon avis, c'est que la France, à court terme au moins, est plus immune à une hausse du prix du pétrole que beaucoup de ses comparables. Ce qui fait que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour nous, de ce point de vue-là. On va retrouver le bénéfice qu'on a à avoir une énergie fortement non... Je préfère être à la place des Américains qui, eux, sont exportateurs de pétrole. Non, que je sache, on ne peut pas de pétrole. Ils peuvent l'être en tout cas. Voilà, Bah oui, vous voyez, sur ces évaluations, alors effectivement, ça peut paraître faible, 0,1, 0,4, etc. Mais en même temps, ceux qui vous disent 0,7, il y a un contre-choc pétrolier tel que si on prend leurs évaluations, on aurait dû gagner 3 points de croissance en 2 ans, ce qui est complètement faux. Il y a eu d'autres choses. Donc, à mon avis, c'est surévalué. Pourquoi c'est surévalué? Parce que c'est un raisonnement qu'on appelle toute chose égale par ailleurs, ou quand on est un peu raffiné, on le dit en latin, on dit ceteris paribus. Mais en fait, c'est un raisonnement qui est faux. En gros, le raisonnement, pour faire simple et donner 2-3 chiffres, la facture énergétique en France est à peu près 32 milliards de dollars. Et donc, du coup, si ça augmente de 50%, ça rajoute 15 milliards. Et donc, ils vous disent 15 milliards, c'est 0,7 points de PIB pour la France. Et voilà. Et donc, c'est un choc. Alors, on voit bien que non, c'est un transfert de revenus. Il faut d'abord le rappeler. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a une hausse du baril, c'est transfert de revenus de qui vers qui de pays importateurs vers les pays exportateurs. Oui, les 17 milliards, ils sont pour nous. Oui, d'accord. Donc les autres qui vont avoir plus d'argent, ils vont consommer plus. Donc, ils vont nous adresser une demande complémentaire. C'est sur le papier, ça. Ça, c'est sur le papier. Mais non, c'est la vérité. Oui, mais qui sait que ils vont acheter des sacs à main. Non, mais où ils vont acheter des Rafales, où ils vont investir. Mais on ne sait pas ce qui. Mais vous voyez qu'il faut tenir compte tout de même de ces transferts de revenus. Ces effets induits positifs. Oui, ce premier effet qui est d'abord, il y a un effet retour, parce que globalement... mais qui est largement plus faible que l'effet aller. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que l'effet restera négatif au bout du compte. Mais le solde, il faut déjà commencer par enlever cela. Ensuite, qui va avoir ce choc en France? On vend beaucoup des sacs. Oui, mais ou des Rafales, ou quoi que ce soit. Non, mais après, donc du coup, il y aura effectivement un choc à supporter. Qui va le supporter? Les ménages ou les entreprises? Mais les deux, mon général. Les deux, mon général. Mais donc du coup, les deux ne vont pas le supporter Air au même France, point. 350 millions de factures carburant en plus cette année. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les prix. Et les prix, en augmentant, il y a les salaires qui vont augmenter. Donc dire c'est un choc de pouvoir d'achat. Les salaires augmentent, alors ça c'est marrant. Mais bien sûr, ça existe mais encore, pas avec une indexation. Ça existe à l'OFCE, je pense encore ça. Mais c'est dans le reste du monde, en France, c'est pas indexé, mais c'est ce qu'on constate ex post. Si les prix augmentent, il y a des pressions salariales. La désindexation des salaires sur les prix. On a le droit de dire indexé, mais je n'ai pas dit indexé unitairement. Ah oui. Non, mais c'est indexé. Quand il y a 1% d'inflation, vous n'avez pas 0 de salaire. Vous en avez quand même un peu plus. Donc aujourd'hui, l'indexation à court terme, elle est de 0,6. 1% d'inflation, vous avez 0,6 de salaire. Mais il y a quand même une indexation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire tout va chez les consommateurs. Non, il y a une partie. Vous voyez que je ne vous apprends rien. J'espère que le SMIC est indexé sur les prix, que les prestations sociales sont indexées unitairement, là je le dis, sur les prix, etc. Les négociations collectives. Mais d'accord, mais il y a beaucoup de revenus des ménages. Les négociations collectives, chaque fois, on met sur la table, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait pour l'augmentation de cette année? L'inflation a été de temps, c'est le point de départ de la négociation. Donc du coup, il n'y a pas d'indexation automatique. Il n'y a pas d'indexation unitaire, il y a de l'indexation. Mais quand les prix augmentent, il y a des pressions et les salaires augmentent. Pas autant, mais ils augmentent. Et donc du coup, le pouvoir d'achat, il n'est pas revenu du même montant. Donc du coup, la consommation continue. Donc c'est en ça. Et il y a un changement de comportement normalement. Ce raisonnement, toute chose égale par ailleurs. Les gens roulent moins. Oui, par exemple. Et donc de se dire, non, on va rien changer dans le comportement. Est-ce qu'il rééquilibre d'ailleurs le prix du pétrole? Parce que si dans le monde entier, tout le monde, parce que le pétrole est cher, se met à moins consommer. C'est pour ça que ce choc qui peut paraître gros de 0,7 points de PIB quand on fait un raisonnement statique, dès qu'on met un peu de comportement, dès qu'on met un peu de il redescend à 0,4. Mais le pire pour la croissance, c'est pas d'avoir finalement un pétrole à 80, c'est d'y rester. C'est-à-dire qu'en fait, si on descendait, mais le pire, c'est de rester sur des niveaux élevés. Si se stabilise, alors du coup, pour l'inflation, il y a zéro inflation du coup. Si vous restez toujours à 80, il n'y a plus d'inflation au bout d'un moment liée à ce prix. Donc du coup, il n'y a plus ces éléments-là. Le gouvernement a bâti la prévision de croissance sur quoi? Sur $50? Alors, j'ai plus ça en tête, mais oui, ça doit être. Ils ne font pas de prévision. Alors, ils prennent le prix, ils prennent le dernier prix. Et alors, c'est pour le taux de change ou pour le baril. À la fois raisonnable intellectuellement et un peu ennuyeux sur le plan opérationnel, parce que le prix, on sait qu'il va bouger. Non, je voudrais ajouter un tout petit point, après avoir dit qu'il ne fallait surtout pas formuler des prévisions sur le prix du pétrole. Je ne vais pas le faire. Je voudrais simplement dire qu'on se trompe toujours en pensant qu'il y a des grandes tendances qui sont à l'œuvre et qui vont durer longtemps. Enfin, on se trompe parfois, en tout cas, parce qu'il y a des phénomènes qui sont, alors pour le coup, des phénomènes corporels, pas des phénomènes macroéconomiques qui tiennent au cycle de l'investissement. Par exemple, je ne suis pas spécialiste, mais je crois comprendre que beaucoup de gens considèrent qu'il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits pour trouver du pétrole quand le prix était quand le prix était très élevé à l'époque qu'on a évoqué récemment, il y a 5-7 ans, 8 ans, etc. Que ces investissements sont en train de sortir, sont sortis récemment, etc. Et que du coup, on a une disponibilité
assez importante et que modulo l'effet géopolitique, parce que quand même, résumons ce qu'on vient de se dire, on peut dire beaucoup de choses, mais là, le pétrole augmente pour une raison presque unique, qui est qu'on se demande si l'Iran va continuer à pouvoir produire et que, annexe à ce problème, le Venezuela n'est plus là pour... Donc ça, c'est des sujets, si vous voulez, qui ne sont pas des sujets économiques. Si, de fait, vous avez des investissements qui arrivent en production, vous voyez maintenant les biengenres qui disent « ça y est, notre gisement, Total l'a fait récemment, s'agissant d'un gisement en Sibérie, si je me rappelle bien, les investissements qu'on était en train de faire depuis 5, 7, 10, 15 ans arrivent à maturité. Il faut un certain temps pour qu'il y ait des effets de saturation. Et ensuite, sans vouloir vous contredire, pendant les périodes où le pétrole était à des bas niveaux. Ils ont cessé d'investir. Les investissements ont baissé de 50%. Ah non, mais je sais. Et donc on a massivement sous-investi. Non, mais on est complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a plus investi depuis 3-5 ans. Et donc on voit sortir maintenant des investissements qui avaient été lancés. C'est très long, c'est très coûteux, c'est énorme les investissements dans le pétrole. C'est des dizaines de milliards, c'est énorme. Et donc quand ça arrive, ça régule. Alors avec un effet de décalage. Donc parfois, encore une fois, il y a des effets de résonance. Donc il n'y a pas d'investissements qui ont été faits 5-6 ans plus tôt et il y a de bonnes raisons pour que le pétrole monte. Et donc là, ça monte très fort. Et symétriquement, parfois, vous avez des investissements qui arrivent à maturité, que les gens sont bien contents d'utiliser et qui vont moduler la hausse du pétrole parce qu'il y a plus de pétrole qui sort. Peut-être un petit bémol sur à quoi est due cette hausse du baril. Ce n'est pas uniquement l'Iran. Enfin, ça avait commencé à augmenter avant tout de même les discours de Trump. Donc, nous, on se risque à faire des prévisions à l'OFCE, contrairement. Vous êtes un peu obligé. On est un peu obligé, oui, mais on préfère comme le gouvernement et le stabiliser. Et donc, quand on regarde l'offre et la demande, notre modèle nous dit l'équilibre aujourd'hui était plutôt à $71. Bon, donc du coup, OK, c'est le passage de, si on croit à notre modèle, de 71 à 80, qui est de la spéculation ou qui est lié à 30. Mais c'est pas ça. On était encore une fois à 50 il y a un an. Dernière question, dernier point. On a Patrick Pouyanné, pas n'importe qui, le président de Total, qui hier dit qu'effectivement il verrait bien dans les prochains mois le baril à $100. Il prêche pour sa paroisse. On est tous sauf des petits naïfs. Mais est-ce que là, pour le coup, ça change complètement la donne si vraiment on va vers $100, quelles que soient les raisons géopolitiques ou autre chose? Un baril à $100, est-ce que là, pour le coup, on a compris qu'à 80, la croissance n'est pas plombée, qu'on va perdre quelques pouillèmes. Si on passe à $100, est-ce que là, l'équation, le paradigme change? Alors, moi, j'ai écouté son interview jusqu'au bout. Il dit, mais pas durablement. Et il dit, ça va retomber. Donc, du coup, oui, si on atteint 100, mais que 3 mois plus tard, on est revenu à 80, c'est ça qui se passe. En partie, d'ailleurs, pour la raison que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a des investissements qui vont être mis en production. Parce qu'il y a quand même parce que quand le prix justifie qu'on mette en production quelque chose ou qu'on lance, on le fait. Parce qu'il y a à la fois, tout de même, le pétrole de schiste qui peut tout de même venir compenser cela, et aussi… Modulo, comme il dit, modulo, le fait qu'ils ne peuvent pas exporter. Ils peuvent produire plus. Mais ça va se faire. Mais tout de même, ça va le faire. Et ensuite, il y a des énergies un peu renouvelables. Et dès que le baril est à $100, alors il y a certaines énergies qui deviennent rentables, autres que… des énergies. C'est bon pour la transition écologique, ça. C'était donc le grand débat du vendredi avec… C'est bon pour la planète, c'est Evelyne Delia qui est avec nous. Roulement de tambour donc pour Philippe Manière, président de Footprint Consultant, et acclamation et ovation pour Éric Heyer, directeur du département d'analyse et prévision, ce qui est déjà très bien, de l'OFCE. Merci à tous les deux. Bye. Merci.